Je suis l'avocat de ma mère. » Ces 5 mots résonnèrent comme un tonnerre dans la salle d'audience silencieuse, surprenant tout le monde. Le juge Herrera, feuilletant une pile de documents, s'interrompit et leva les yeux par-dessus ses lunettes. La voix ne venait pas d'un avocat ni d'un adulte, mais d'un garçon de 9 ans. David Torres se tenait droit à côté de sa mère, Janet, la voix claire et assurée, malgré son jeune âge. Janet fixait son fils, un mélange d'admiration et de crainte sur le visage. De l'autre côté de la salle, Roberto Villanueva III, le père biologique de David, manqua de recracher son café sous le choc. « Cette affaire concerne des adultes », déclara le juge Herrera, essayant de garder son calme tout en observant le frêle garçon à lunettes qui venait d'interrompre une affaire de garde très médiatisée. « Je comprends, monsieur le juge », répondit David avec calme. « Mais je sais aussi qu'en vertu de l'article 12 de la Convention relative aux droits de l'enfant à laquelle les États-Unis ont adhéré, j'ai le droit de m'exprimer sur les questions qui me concernent directement. » Il ajusta ses lunettes et ouvrit un cahier d'école usé. « Et cette affaire concerne directement ma vie. » Le silence qui suivit était lourd et inconfortable. Roberto Villanueva, un riche promoteur immobilier de Chicago, vêtu d'un costume valant plus que la moitié du salaire annuel de Janet, se tourna vers ses 2 avocats hors de prix avec un air paniqué. Aucun d'eux n'avait prévu d'être confronté à un enfant citant le droit international devant un tribunal. Janet, qui travaillait de longues heures comme aide-soignante pour subvenir aux besoins de David, avait tout assumé seule. Depuis que Roberto avait appris l'existence de David 8 ans plus tôt, il n'était venu que 4 fois, toujours avec des cadeaux somptueux et des paroles creuses. Et maintenant, sans prévenir, il demandait la garde exclusive. « Monsieur le juge », commença le docteur Delgado, avocat principal de Roberto, en redressant sa cravate, « c'est une situation très inhabituelle. Le garçon n'a aucune légitimité pour... » « J'ai le droit de parler », l'interrompit David d'un ton posé qui fit se raidir plusieurs adultes dans la salle. « Et si vous vous souciez vraiment de ce qui est le mieux pour moi, ajouta-t-il, vous seriez intéressé par ce que j'ai à dire au lieu d'essayer de me faire taire. » Roberto se pencha vers son avocat et lui souffla quelques mots à la hâte, mais David continua. Il ouvrit son cahier avec une précision méthodique. « Monsieur le juge, j'ai préparé une présentation détaillée expliquant pourquoi je devrais rester avec ma mère. J'y ai aussi inclus des informations qui éclairent les véritables intentions du demandeur. » Puis pour la première fois, David fixa Roberto droit dans les yeux et marqua une pause. « Des intentions que, je crois, le tribunal trouvera très révélatrices. » Le visage de Roberto pâlit. Qu'avait donc découvert cet enfant? Et comment avait-il réussi à se préparer mieux que son père riche et son équipe d'avocats chevronnés? La salle resta figée dans un silence tendu, tandis que quelque chose d'extraordinaire se produisait. Ce n'était pas juste un enfant faisant un discours, mais un garçon portant des vérités capables de faire tomber des réputations bâties sur des mensonges. Le docteur Delgado se ressaisit rapidement, comme tout avocat expérimenté le ferait. « Monsieur le juge, dit-il, tout en respectant l'imagination de l'enfant, ce tribunal traite de questions juridiques complexes qui nécessitent une représentation professionnelle. »« Alors pourquoi personne ne m'en a fourni une ?» demanda David en refermant brusquement son cahier. Le bruit claqua dans la salle. « En 8 mois de procédure, quelqu'un a-t-il seulement pensé à me demander mon avis ? Est-ce que personne ne se soucie de la personne que cette décision affectera le plus ?» Roberto se tortilla sur sa chaise. Le calme de David le mettait mal à l'aise. Le garçon ne semblait pas intimidé par la salle d'audience, ni par les avocats prestigieux, ni même par la présence imposante de son père. Janet regardait son fils, partagé entre fierté et inquiétude. Depuis des semaines, David rapportait de la bibliothèque d'étranges livres, des textes juridiques, des guides sur les droits des enfants, des jugements. Elle avait cru qu'il s'agissait d'un projet scolaire ou de curiosité. Elle n'avait jamais imaginé qu'il se préparait à cet instant précis.
Monsieur le juge, poursuivit le docteur Delgado, Monsieur Villanueva demande la garde par souci sincère du bien-être de l'enfant. Madame Torres, bien que dévouée, ne peut lui offrir le niveau d'opportunités scolaires et sociales qu'exige son talent. David rouvrit son cahier et tourna quelques pages. « Souci sincère », répéta-t-il doucement. « Puis-je présenter quelques faits à propos de ce souci sincère, monsieur le juge ?» demanda-t-il. Le juge Herrera avait présidé à des centaines de batailles pour la garde, mais jamais à une affaire comme celle-ci. Il était lié par les règles et procédures. Pourtant, il voyait devant lui un enfant faire preuve d'une clarté et d'une préparation rares, même chez les adultes. « David, » chuchota Jeannette, « peut-être devrions-nous laisser les avocats s'en charger. »« Quels avocats, maman ?» répondit-il doucement. « Nous ne pouvons pas nous permettre quelqu'un comme le docteur Delgado ou un membre de son cabinet. Cela veut dire que soit je parle pour nous, soit personne ne le fera. » Roberto prit enfin la parole. « David, mon fils, je sais que cela doit te troubler, mais... » « Ne m'appelle pas fils, » coupa David d'une voix glaciale. La froideur de ces mots fit frissonner même les adultes présents. « En 9 ans, tu es venu 4 fois. 2 fois pour mon anniversaire, toujours en retard. 1 fois à Noël, quand tu as pu nous accorder 20 minutes. Et la dernière fois, quand un journaliste avait besoin d'une photo de toi avec un enfant pour un article sur les hommes d'affaires charitables. » Le silence qui suivit était lourd et pesant. Roberto ouvrit la bouche, prêt à parler, mais David reprit sans lui laisser l'occasion. « La dernière fois que tu es venu nous voir, c'était il y a 6 mois. Tu es resté 15 minutes, juste assez pour critiquer nos meubles, te plaindre de l'odeur d'hôpital sur les vêtements de maman et dire que je pourrais être intelligent si seulement j'avais la bonne éducation. » David ajusta légèrement ses lunettes. « Le plus drôle, c'est que 2 semaines plus tard, tu as déposé ta demande de garde. » Le docteur Delgado se pencha et murmura quelque chose à l'oreille de Roberto, mais David n'avait pas fini. « Monsieur le juge, dit-il, toujours aussi posé, j'ai enquêté sur mon père biologique. » Son ton restait calme, mais ses mots avaient du poids. « J'ai découvert qu'il avait récemment perdu un procès important contre ses associés. J'ai aussi appris que sa 3e épouse avait demandé le divorce, un divorce très contesté. Et puis, poursuivit David en tournant une page de son cahier, je suis tombé sur quelque chose de particulièrement important, des détails concernant un fonds fiduciaire créé par ma grand-mère paternelle avant son décès. » Le visage de Roberto Villanueva passa du rose vif au blanc livide en un instant. Comment cet enfant avait-il découvert de telles informations, des détails que même son équipe juridique n'avait pas évoqués? David tourna une autre page et, pour la première fois de la journée, il sourit. Mais ce n'était pas le sourire d'un enfant joueur, c'était le sourire confiant de quelqu'un qui savait exactement quelles cartes il avait en main et comment les utiliser. Mais avant de parler de motivation financière ou d'héritage, dit David en refermant calmement son cahier, nous devrions peut-être d'abord discuter de pourquoi un homme qui n'a jamais vraiment voulu être père est soudainement si déterminé à le devenir. Roberto transpirait visiblement, son costume coûteux ne lui apportant plus aucun confort. Ses avocats restaient raides et silencieux. Aucun d'eux n'avait prévu d'affronter un enfant qui semblait en savoir plus sur leurs clients qu'eux-mêmes. Comment un garçon de 9 ans avait-il pu découvrir autant de choses pendant ce qui devait être de simples après-midi à la bibliothèque municipale? Comment avait-il fait ce que des adultes, avec des équipes entières et des budgets énormes, n'avaient pas réussi? Le juge Herrera se pencha en avant, la curiosité désormais inscrite sur son visage. En 30 ans de carrière, il n'avait jamais vu un enfant aussi éloquent et préparé dans un procès pour la garde d'un enfant. « David, » dit le juge lentement, « tu as mentionné avoir des preuves. Quel genre de preuves un enfant de 9 ans pourrait-il bien rassembler ?» David ajusta encore ses lunettes, un geste qui était devenu sa marque de fabrique. « Monsieur le juge, » commença-t-il, « depuis que j'ai appris l'existence de cette affaire il y a 3 mois,
Je passe chaque mardi et jeudi après-midi à la bibliothèque centrale. » « Et pour y faire quoi exactement ?» l'interrompit le docteur Delgado avec un sourire moqueur. « Des recherches dans les registres publics, les archives des journaux, les documents d'entreprise, les anciens procès impliquant Monsieur Villanueva, » répondit David sans hésiter. Il ouvrit une nouvelle section de son cahier. « La bibliothécaire en chef, Madame Rodriguez, a un master en sciences de l'information. Elle m'a appris à utiliser les bases de données juridiques publiques. » Janet fixait son fils, abasourdi. Toutes ces fois où David disait travailler sur un projet spécial pour l'école, elle n'aurait jamais imaginé qu'il préparait leur défense. Roberto finit par éclater de colère. « C'est ridicule, un enfant fouillant dans mes affaires personnelles comme un espion. » David resta imperturbable. « Toutes les informations que j'ai trouvées sont publiques, monsieur. N'importe qui peut y avoir accès. C'est parfaitement légal, quel que soit l'âge. » Pour David, Madame Rodriguez était devenue bien plus qu'une bibliothécaire. Dès qu'il était entré pour demander comment fonctionnait le tribunal de la famille, elle avait compris que ce n'était pas un simple devoir scolaire, c'était de la détermination née du désespoir. « Ce garçon est venu ici comme une horloge pendant 3 mois. » avait-elle confié à Janet, inquiète, au téléphone, la semaine précédente. « Il lit des documents juridiques comme d'autres enfants lisent des bandes dessinées, et la vitesse à laquelle il apprend, ce n'est pas normal. » David continua, présentant ses découvertes de manière calme et organisée. « Au cours de l'année et demie écoulée, M. Villanueva a été impliqué dans 3 affaires judiciaires sérieuses. Il a perdu un procès de 2,3 millions de dollars contre ses anciens associés de Villanueva Industries. Sa femme actuelle, la 3e, a demandé le divorce pour différences irréconciliables, ce qui, en langage juridique, signifie souvent qu'il a caché de l'argent. » Le visage de Roberto vira au rouge vif. « Comment oses-tu » David l'interrompit, feuilletant toujours ses notes. « Et voici le point le plus important. Ma grand-mère, Eleonora Villanueva, a créé un fonds fiduciaire avant de mourir. Il contient 1,7 million de dollars et m'est destiné. Mais il y a une condition. Cet argent n'est accessible que dans 2 cas, soit quand j'aurai 18 ans, soit si mon père obtient ma garde légale. » Toute la salle retomba dans un silence choqué. Le docteur Delgado se pencha vers Roberto pour lui murmurer quelque chose, mais celui-ci ne l'écoutait pas. « Ce n'est pas une coïncidence, monsieur le juge, » reprit David. « Ma grand-mère est décédée quand j'avais 2 ans. Pendant 7 ans, monsieur Villanueva ne lui a jamais parlé de moi. Il ne lui a jamais permis de me rencontrer. Il n'a même pas mentionné qu'elle avait un petit-fils. » Janet s'en souvenait trop bien. Roberto lui avait un jour dit clairement « Ma famille n'a pas besoin de savoir. » Il ne parlait même pas de David comme d'une personne, juste d'un problème. Mais quand Eleonora Villanueva avait finalement appris l'existence de David grâce à un détective privé, détail que David avait trouvé dans les documents de succession, elle avait agi vite. Elle avait créé le fonds avec une condition très claire. David marqua une pause. Toute la salle retenait son souffle. « L'argent ne pouvait être utilisé que pour mon éducation et mon entretien, expliqua-t-il, mais seulement si mon père prouvait qu'il se souciait assez de moi pour obtenir ma garde légale. Sinon, je le recevrais à mes 18 ans et il n'aurait pas accès à un seul centime. » La logique était aussi simple que cruelle. Roberto avait ignoré David pendant près d'1 décennie, et ce faisant, il avait perdu toute possibilité de revendiquer cet héritage. Fauché et sans autre option, il tentait maintenant d'obtenir la garde à la dernière minute pour débloquer le fonds. Mais il y a quelque chose que ma grand-mère n'aurait jamais pu prévoir, conclut David en refermant son cahier. Elle ne savait pas que son fils ferait carrière en détruisant de petites entreprises familiales grâce à des méthodes douteuses. Le docteur Delgado se leva d'un bond. « Monsieur le juge, nous dépassons largement le cadre de cette audience. L'enfant fait des accusations graves et infondées. »« Je peux tout prouver, » répondit David, serein, en sortant une chemise cartonnée soigneusement étiquetée de son sac. «
À l'intérieur, il y a des documents sur 17 affaires juridiques différentes de ces 5 dernières années. Dans chacune, Villanueva Industries a acheté des biens à des familles en difficulté, toujours en dessous du prix du marché, en utilisant des informations confidentielles fournies par des contacts dans des banques locales. Janet regardait son fils, incrédule. Ce qui avait commencé comme une audience pour la garde devenait quelque chose de bien plus vaste. Une enquête silencieuse et redoutable menée par un enfant déterminé et une pile de documents de la bibliothèque publique. David poursuivit, sortant quelques photographies imprimées. L'une des familles concernées était la famille Santos. Ils tenaient une petite boulangerie et venaient du Mexique. Ils travaillaient jusqu'à 18 heures par jour pour maintenir leur commerce à flot. Il montra une photo de la boulangerie Santos. Monsieur Villanueva a appris, par un ami travaillant à leur banque, que la famille avait 3 mois de retard sur son prêt immobilier. Leur plus jeune enfant avait été hospitalisé, ce qui avait provoqué le retard. C'est alors qu'il est intervenu et a racheté leurs biens. Roberto, visiblement paniqué, tenta d'interrompre. « Cela n'a rien à voir avec... » « C'est tout à fait lié, » coupa David d'une voix calme mais ferme. « Cela montre un schéma. Un homme qui vise des familles vulnérables pour en tirer un profit financier. Et maintenant, il recommence. Sauf que cette fois, c'est sa propre famille qui l'attaque. » Le juge Herrera feuilleta la pile de documents que David venait de lui remettre, son expression devenant de plus en plus grave. « Où as-tu trouvé toutes ces informations, David ?»« Dans des sources publiques, » répondit David. « Registres judiciaires, articles de presse, documents d'entreprise, tout est disponible dans le registre officiel des sociétés de l'État. » Il les énuméra avec précision. Madame Rodriguez, la bibliothécaire, m'a appris à les trouver. Elle m'a dit que la vérité est souvent facile à découvrir. Il suffit de savoir où chercher. Le docteur Delgado tenta une dernière fois. « Monsieur le juge, même si tout cela était vrai, ce que je ne reconnais pas, cela ne change pas le fait que mon client peut offrir une éducation plus avancée à l'enfant. » David esquissa un sourire. Ce n'était pas celui d'un enfant innocent, mais celui, posé et assuré, de quelqu'un qui avait gardé son argument le plus fort pour la fin. « Puisqu'on parle d'éducation, » dit-il en ouvrant la dernière section de son cahier, « puis-je partager quelque chose à propos des véritables projets de M. Villanueva concernant ma scolarité ?» À cet instant, Roberto comprit enfin ce qu'il avait ignoré. Son fils n'était pas seulement intelligent, il était réfléchi, préparé et dangereux pour quiconque cachait des secrets. David avait mis au jour des vérités que même l'équipe juridique de Roberto semblait ignorer. Qu'avait-il découvert sur les prétendues intentions éducatives de son père? Comment cet enfant avait-il monté un dossier plus solide en utilisant seulement une bibliothèque, un cahier et le soutien d'une bibliothécaire avisée? Dans la salle, chacun retenait son souffle, attendant la révélation finale. « À propos de l'éducation, » répéta David en ouvrant la dernière partie de son cahier avec la précision d'un chirurgien, « j'aimerais expliquer ce que M. Villanueva prévoyait réellement pour moi. » Roberto déglutit avec difficulté. Ses yeux allaient de David au docteur Delgado, clairement anxieux. La voix de David resta stable. Lors de l'une des 4 fois où je l'ai vu en 9 ans, j'ai surpris une conversation téléphonique. Monsieur Villanueva parlait à quelqu'un de ce qu'il ferait de moi après avoir obtenu la garde. Le docteur Delgado bondit pour protester. « Monsieur le juge, les conversations entendues par hasard ne sont pas recevables. »« Je peux prouver ce que j'ai entendu, » coupa David, sortant un petit enregistreur de son sac. Madame Rodriguez m'a dit que préserver les preuves est essentiel dans tout argument juridique. La salle plongea dans un silence total. Roberto resta figé, les mains tremblantes, tapotant la table du bout des doigts. Il comprenait désormais, trop tard, qu'il avait gravement sous-estimé son fils. « Cet enregistrement date d'il y a 6 mois, » expliqua David. « C'était pendant la dernière visite de M. Villanueva à notre appartement. Il pensait que je faisais mes devoirs dans ma chambre. Mais l'enregistreur tournait dans le salon. » Le juge Herrera prit l'appareil et l'examina attentivement.
David, es-tu certain de vouloir soumettre cet enregistrement comme preuve? J'en suis absolument certain, monsieur le juge, répondit David avec une détermination tranquille. L'enregistrement commença à passer, résonnant dans la salle d'audience silencieuse. La voix de Roberto Villanueva était reconnaissable entre toutes. « Écoute, disait la voix, une fois que j'ai la garde complète, le garçon part directement à la Riverside Military Academy. C'est un internat strict au Colorado. » Un léger rire suivit sur l'enregistrement. Là-bas, ils savent comment gérer les enfants difficiles. Il y restera jusqu'à ses 18 ans. J'aurai un contrôle total sur les fonds pour son éducation. L'autre voix, trop faible, restait inaudible, mais Roberto poursuivait clairement. Exactement, 500 $ par mois pour la scolarité, le reste pour moi. Le gamin n'a pas besoin de savoir quoi que ce soit sur l'argent. Il rit de nouveau. C'est parfait. Elle est hors du tableau, j'ai l'argent et je passe pour un super papa. De l'autre côté de la salle, Janet se prit la tête entre les mains en larmes. Elle n'aurait jamais imaginé que Roberto ait prévu d'envoyer leur fils loin et de l'utiliser pour accéder à un argent destiné à son avenir. Le docteur Delgado devint livide, comprenant que son client venait de ruiner sa propre affaire avec ses propres paroles. « Il y a encore autre chose », dit calmement David en arrêtant l'enregistrement. « Cette partie montre ce qu'il pense vraiment de moi. » La seconde moitié de l'enregistrement était encore plus glaçante. « Le problème, ce n'est pas seulement l'argent, » disait la voix de Roberto. « Le vrai souci, c'est que le gamin est trop malin pour son propre bien. Il observe toujours, il pose des questions, il remarque tout. Mieux vaut le tenir à l'écart jusqu'à ses 18 ans, le temps que j'arrange tout financièrement. Les enfants comme lui, tu sais, on n'a pas besoin qu'ils se mettent des idées en tête. » Roberto se leva brusquement, furieux. « C'est un coup monté. Il m'a piégé exprès. »« Un enfant de 9 ans ne peut pas, quoi ?» coupa David d'une voix tranchante. « Ne peut pas être intelligent? Ne peut pas se défendre? Ne peut pas révéler la vérité sur un père qui le considère comme un obstacle à éliminer ?» Le juge Herrera éteignit l'enregistreur et fixa Roberto droit dans les yeux. « Monsieur Villanueva, cet enregistrement, ajouté aux preuves financières déjà présentées, ne laisse aucun doute sur vos intentions réelles. Monsieur le juge, ajouta David, je me suis aussi renseigné sur la Riverside Military Academy. » Il ouvrit son cahier une dernière fois. Au cours des 5 dernières années, 3 élèves s'y sont suicidés. L'école fait actuellement l'objet d'une enquête fédérale pour de graves abus, physiques et psychologiques. Le docteur Delgado chercha désespérément une réponse. « Monsieur le juge, quelles que soient ces accusations, il reste le fait que mon client peut offrir un meilleur soutien financier. »« Un soutien pour quoi ?» coupa David. « Pour m'envoyer dans une école où des enfants souffrent et meurent? Pour dépenser mon héritage en faisant semblant de se soucier de moi? Pour m'arracher à la seule personne qui m'aime vraiment ?» Roberto perdit alors tout contrôle. « Tu n'es qu'un gosse insolent qui ne connaît pas sa place. Je suis ton père et tu es un étranger qui partage mon ADN, » répondit David avec une force tranquille. Ces mots étaient des froids mais précis. Un vrai père ne chercherait pas à se débarrasser de son fils juste pour lui voler son argent. Le juge Herrera frappa violemment de son marteau. « Monsieur Villanueva, asseyez-vous immédiatement ou je vous fais expulser de cette salle. » David tourna la dernière page de son cahier. « Monsieur le juge, dit-il, il me reste une dernière chose à partager, quelque chose que j'ai découvert sur la véritable raison pour laquelle ma grand-mère a créé le fonds fiduciaire. » Le visage de Roberto devint encore plus pâle, si c'était encore possible. « Dans les documents de succession, dit David, j'ai trouvé une lettre qu'elle m'avait écrite. Elle devait être ouverte le jour de mes 16 ans. Il prit une profonde inspiration. Mais la bibliothécaire m'a montré que je pouvais demander un accès anticipé dans des cas particuliers, comme un conflit pour la garde. Puis vint le coup final. Dans sa lettre, ma grand-mère écrivait qu'elle avait toujours su que Roberto n'était pas capable d'être un bon père. C'est pour ça qu'elle avait créé le fonds, pour me protéger de lui.
Elle m'avait donné pour instruction d'utiliser toutes les ressources de ce fonds pour me défendre s'il essayait un jour d'obtenir ma garde uniquement pour l'argent. David referma lentement son cahier et regarda Roberto droit dans les yeux. Elle avait même engagé des enquêteurs pour suivre ces arnaques financières au fil des années. Tous leurs rapports sont conservés chez l'administrateur du fonds. Roberto s'effondra sur sa chaise, comprenant enfin l'ampleur de ce qui venait de se passer. Il avait été totalement surpassé par un enfant qu'il n'avait jamais pris au sérieux. Le juge Herrera leva à nouveau son marteau. Étant donné les preuves présentées, dossiers financiers, enregistrements audio et antécédents du plaignant, la demande de garde est entièrement rejetée. De plus, j'ordonne l'ouverture d'une enquête officielle pour fraude potentielle liée au fonds fiduciaire. Le docteur Delgado se pencha vers Roberto, lui murmurant furieusement, mais c'était clair. L'affaire était perdue. David rangea calmement son cahier et ses dossiers avec la même concentration et le même sang-froid que tout au long de la journée. « Monsieur le juge, dit-il, puis-je faire une dernière déclaration ?»« Vous le pouvez, répondit le juge. Je veux que monsieur Villanueva comprenne que je n'ai pas fait cela par colère ou par vengeance. Je l'ai fait parce que chaque enfant mérite de faire partie d'une famille qui se soucie vraiment de lui. Pas d'une famille qui le voit comme un moyen d'obtenir de l'argent. » Alors que Roberto était conduit, menottes au poignet, arrêté sur le champ pour tentative de fraude, David esquissa un léger sourire. Dans cette salle d'audience silencieuse, un enfant de 9 ans venait de prouver au monde que la vérité, l'amour et le courage peuvent vaincre les mensonges les plus puissants. Mais ce n'était pas seulement une victoire personnelle, c'était le début d'un nouveau chapitre, non seulement pour la famille de David, mais pour les enfants du monde entier. 3 ans ont passé depuis ce jour inoubliable, et la vie de David Torres a changé d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginée. L'enregistrement de l'audience qui avait révélé Roberto Villanueva n'avait pas seulement gagné le procès, il était devenu viral sur les réseaux sociaux, suscitant autant d'émotions que d'indignation. La vidéo avait été vue plus de 50 millions de fois et avait inspiré de nouvelles lois dans 17 États, donnant aux enfants une voix plus forte dans les affaires juridiques. Accueillons David Torres, 12 ans, annonça l'animateur de l'émission matinale la plus regardée du pays. Le jeune homme qui a stupéfié l'Amérique en défendant sa mère au tribunal avec rien d'autre que du courage, de l'intelligence et une bibliothèque publique. David, qu'est-ce que ça fait d'être appelé l'enfant le plus intelligent d'Amérique? Plus grand et portant de nouvelles lunettes, David sourit, toujours calme, toujours posé et plus inspirant que jamais. « Je préfère qu'on m'appelle simplement David », répondit-il avec un sourire discret. Le garçon qui a appris que chaque enfant a une voix, même quand les adultes essaient de ne pas l'entendre. Le public en studio éclata en applaudissements chaleureux. En coulisses, Janet observait, vêtue de son uniforme de superviseur en soins infirmiers, un poste qu'elle avait obtenu après que son histoire eut inspiré une campagne nationale de soutien aux mères qui travaillent. L'hôpital où elle travaillait avait même créé une bourse à son nom, le fonds Janet Torres, destiné à aider les enfants du personnel à faible revenu à accéder à une meilleure éducation. « Elle est avec nous aujourd'hui », ajouta l'animateur. « Janet, qu'est-ce que ça vous fait de voir votre fils devenir un symbole d'espoir pour les familles à travers le pays ?» Janet monta sur scène, modeste et un peu dépassée par la tension, mais rayonnant de la même fierté profonde qu'elle avait ressentie ce jour-là au tribunal. « David a toujours été extraordinaire, dit-elle doucement. Mais ce qui me rend la plus fière, ce n'est pas son intelligence, c'est la personne qu'il a choisi de devenir. Il n'a jamais utilisé son histoire pour se vanter, il l'a utilisée pour aider d'autres familles, comme la nôtre. » Et c'était vrai. Au cours des 3 dernières années, David avait voyagé dans des écoles de quartiers défavorisés pour aider les enfants à connaître leurs droits fondamentaux. Son livre « Chaque enfant a une voix » était devenu un best-seller et chaque centime avait été versé à une fondation offrant une aide juridique gratuite aux familles confrontées à des batailles pour la garde. « David,
Parlez-nous de votre projet de bibliothèque juridique, demanda l'animateur. Eh bien, commença David, ajustant ses lunettes, un geste qui était devenu sa signature. Après avoir vu comment une bibliothèque publique avait changé ma vie, je me suis demandé combien d'autres enfants traversaient des situations difficiles sans savoir où se tourner. Il sourit. Alors nous avons créé des espaces spéciaux dans plus de 1200 bibliothèques publiques à travers le pays. Des lieux remplis de livres faciles à lire sur les droits des enfants et d'ordinateurs offrant un accès gratuit à des ressources juridiques. La caméra se tourna vers Jeannette, qui essuya discrètement une larme. En seulement 3 ans, elle avait vu son fils transformer sa lutte personnelle en un mouvement national. Pendant ce temps, à l'autre bout de la ville, Roberto Villanueva vivait dans un petit studio de la banlieue de Chicago. Ses cheveux, autrefois soignés, avaient grisonné et ses vêtements étaient simples. Il travaillait désormais dans une petite boutique d'électronique, l'un des rares emplois qu'il avait pu obtenir après la révélation de toute l'affaire. L'enquête avait mis au jour bien plus qu'une tentative de vol d'héritage. Elle avait exposé un vaste réseau de malversations financières qui avait conduit Villanueva Industries à sa chute. Roberto avait tout perdu, son entreprise, sa maison, son mariage et toute crédibilité. Il avait passé 18 mois derrière les barreaux pour fraude. Assis en silence, il regardait l'émission. « Encore ce gamin !» marmonna-t-il amèrement en éteignant la télévision. 3 ans avaient passé, mais pas une semaine ne se déroulait sans qu'il entende le nom de David, un rappel constant de ce qu'il avait fait et de ce qu'il avait perdu. Ce qui lui faisait le plus mal, ce n'était pas la chute, c'était le fait que David n'avait jamais parlé de lui en mal en public. Chaque fois qu'un journaliste l'interrogeait sur son père, il répondait avec la même dignité, ce qui ne faisait qu'accentuer la honte de Roberto. « J'espère qu'il trouvera la paix », avait déclaré David dans une interview récente, et qu'il comprendra que l'amour ne s'achète pas et ne s'arrache pas de force. Il avait ajouté « Garder de la colère ne sert à rien, mais protéger ceux qu'on aime, c'est ça qui compte. » De retour sur le plateau, l'animateur posa une dernière question. « David, quel message donneriez-vous aux autres enfants qui traversent des épreuves familiales difficiles ?» David prit le temps de réfléchir, puis regarda la caméra droit dans les yeux. « Premièrement, vous n'êtes pas seul. Deuxièmement, vous avez plus de force que vous ne le pensez. Et troisièmement, même quand cela semble impossible, la vérité trouve toujours un chemin. » Il poursuivit, la voix posée et sage, bien au-delà de son âge. Ne laissez jamais quelqu'un vous dire que vous êtes trop jeune ou trop petit pour faire la différence. J'avais seulement 9 ans quand j'ai changé ma vie, et celle de ma mère, pour toujours. 6 mois plus tard, David reçut une lettre qui compta plus pour lui que n'importe quelle récompense. Elle venait de Sofia Martinez, une fillette de 10 ans à Los Angeles. Elle avait utilisé l'une des Cool La Library que David avait contribué à créer pour aider sa grand-mère, qui risquait l'expulsion. La lettre se terminait par ces mots. « Merci de m'avoir montré que même les enfants ont une voix. J'ai utilisé la mienne et j'ai sauvé ma famille. » Jeannette trouva David lisant la lettre en silence dans sa chambre, entouré de centaines de messages similaires venus d'enfants de tout le pays. « Qu'est-ce que ça te fait de savoir que tu as inspiré autant de monde ?» demanda-t-elle. David plia soigneusement la lettre de Sofia et la rangea dans une boîte où il conservait chacune de ses lettres. « Tu te souviens quand tu m'as dit que les choses les plus effrayantes dans la vie se révèlent souvent être les plus importantes ?» Jeannette acquiesça. Elle se souvenait parfaitement de ce moment. « Je crois que je comprends enfin, » dit David. « Si Roberto Villanueva n'avait pas essayé de nous séparer, je n'aurais peut-être jamais appris qu'un enfant peut changer le monde quand les adultes arrêtent de le sous-estimer. » Cet après-midi-là, David reçut un appel qui allait, une fois encore, changer son destin. L'université Harvard lui offrait une bourse complète pour un tout nouveau programme en droit et justice sociale, créé spécialement pour de jeunes leaders ayant déjà changé les choses avant leurs 16 ans. « Tu vas accepter ?» demanda Jeannette après qu'il eut raccroché.
Oui, répondit David avec un sourire, mais seulement si je peux utiliser ce que j'apprendrai pour bâtir un système juridique qui protège tous les enfants. Pas seulement ceux qui ont la chance d'être entendus ou considérés intelligents. Des années plus tard, David Torres devint la plus jeune personne de l'histoire à réussir l'examen du barreau, à seulement 16 ans. Sa toute première affaire, un procès contre le système d'éducation publique pour avoir échoué à enseigner aux élèves leurs droits fondamentaux. Il gagna. Cette victoire établit une nouvelle norme nationale. L'éducation juridique devint obligatoire dans toutes les écoles publiques américaines. Quant à Roberto Villanueva, il ne s'en remit jamais vraiment. Vivant dans de modestes appartements, acceptant n'importe quel travail, il passait ses journées à penser au fils qu'il avait tenté de manipuler pour finalement le perdre à cause de sa propre avidité. Dans de rares moments d'introspection, Roberto admettait en silence que David était devenu l'homme qu'il n'avait jamais su être. Le parcours de David Torres prouva que la véritable force ne vient pas de la richesse ou de l'influence. Elle vient d'un esprit affûté, d'une détermination sans peur et d'un amour qui n'attend rien en retour. Un garçon de 9 ans s'était dressé face à un système brisé et avait gagné. Armé seulement de livres de bibliothèque, d'une volonté implacable et du pouvoir incontestable de la vérité. David avait découvert que lorsqu'on se bat pour ce qui est juste, l'univers trouve un moyen de se mettre à vos côtés. Roberto avait découvert que sous-estimer un enfant animé d'un but peut être l'erreur la plus dévastatrice qui soit. Et des millions de jeunes à travers le monde avaient découvert que leur voix compte, que leurs droits ne sont pas imaginaires et que personne n'est jamais trop petit pour se battre pour la justice. Au final, le plus grand acte de justice de David ne fut pas de faire tomber Roberto Villanueva. Ce fut de s'élever au-dessus de lui et de créer un héritage qui protégerait d'innombrables familles de la douleur qu'il avait lui-même subie. Si cette histoire puissante de résilience et de justice vous a touché, abonnez-vous à la chaîne pour d'autres récits vrais qui nous rappellent que les héros les plus inattendus sont souvent ceux que personne n'avait vus venir.